Quand on fait appel à mes services, avant d'écrire quoi que ce soit, déjà on part de c'est quoi ta situation actuelle, à quoi il ressemble ton site, comment t'acquiers ton trafic. J'aime bien répéter ça, mais le SEO, c'est une compétition. Il y a quand même une intention utilisateur, et pour ça, j'avoue que Serpentix me facilite maintenant clairement la tâche. Le copywriting, c'est convertir, mais convertir, ça veut pas forcément dire faire des clients. Alors, on parle beaucoup de trafic SEO, avoir du trafic sur son site internet grâce au référencement organique, mais avoir du trafic, s'il ne convertit pas, ça ne sert à rien, ni pour ton projet, ni pour ton entreprise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Mathilde, alias Magic Mathilde, qui est une experte en justement copywriting, SEO, bref, trouver les bons mots pour qu'on puisse vendre avec son site. Bonjour Mathilde. Bonjour Amaury. Quelle entrée en matière, incroyable. Merci d'avoir répondu présente. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire une vidéo sur justement copywriting et SEO. Ouais. Est-ce que, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut conjuguer? Oui, je pense que oui. Après, je pense qu'on va le voir dans cette discussion. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de vos connaissances et en copie et en SEO. Ça dépend de l'objectif visé. Ça dépend du type de page, ça dépend du secteur aussi dans lequel vous bossez. En fait, moi, je pense que c'est possible. Je pense que c'est une histoire de compromis et de définition de ce que vous voulez obtenir avec la page en question, mais je suis pas de la team, c'est l'un ou l'autre en tout cas. Trop bien. Et on verra justement un peu après comment on peut faire ça sur un article de blog, comment on peut faire ça sur une page e-commerce, comment on peut faire ça sur une page service qu'on a identifié qui étaient les 3 grandes pages qui pourraient intéresser aujourd'hui. Avant de partir là-dessus, l'idée, c'est de voir un petit peu ta méthodologie sur comment tu structures une page pour pouvoir allier justement des enjeux de copywriting et des enjeux de justement plus SEO, de référencement. Déjà, ça va dépendre du type de page, parce que c'est pas toujours le même contenu qu'on attend, et c'est important de correspondre à l'intention, en tout cas, ce que attend le lecteur quand il arrive sur un type de page. C'est pas la même chose quand il connaît un peu la structure d'une page de vente parce qu'il y est habitué de par son usage, ou un article de blog. Tu vois, il va pas du tout attendre forcément la même structure ou le même contenu. Puis ça va dépendre aussi de l'objectif. Quand on fait appel à mes services, avant d'écrire quoi que ce soit, déjà on part de c'est quoi ta situation actuelle, à quoi il ressemble ton site, comment t'acquiers ton trafic, et c'est quoi l'objectif avec la mission en fait. Parce que si c'est de la visibilité, on va accentuer le côté SEO. En fait, le truc c'est que conjuguer SEO et copywriting, ça fait forcément tu mêles de techniques et de stratégies. Et si tu les mélanges, nécessairement, il y a des compromis à faire. Tu vois, tu peux pas être à 100% sur les deux. Statistiquement, ça marche pas. Donc, l'idée, c'est aussi de se dire, OK, c'est quoi l'accent que je veux donner à ce projet-là, quitte à ce qu'il évolue, et on en parlera peut-être après. C'est aussi une question de, OK, une fois qu'on a mis des choses en place, on peut les suivre et on peut aller jouer sur certains curseurs après. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi ton objectif? Si d'abord, t'as pas de trafic, il va quand même falloir accentuer le SEO parce que d'abord, tu veux amener du monde, parce que tu peux pas observer de la conversion, qui va être l'objectif d'un copywriting. Et conversion, c'est large. Je pense qu'on pourra le voir ensuite, mais tu vois, est-ce que c'est juste acheter un produit direct, ce qui quand même est audacieux, mais envisageable, si tu fais du e-commerce notamment. Mais tu vois, est-ce que c'est lire un autre article, télécharger un freebie, t'inscrire à une newsletter? Enfin, il y a quand même plein d'objectifs de copywriting sur de la conversion. Et ça, du coup, t'as pas forcément besoin du même argumentaire en copie pour amener à faire une action. Donc, d'abord, un objectif de visibilité, parce que tu n'as personne sur ton site, on va faire un focus SEO, et dans ce cas-là, tu vois, d'abord, on va se dire, OK, c'est quoi l'intention du lecteur quand il cherche ce mot-clé? Une fois qu'on a défini le mot-clé, évidemment. Et pour ça, si tu veux un truc concret, avant, évidemment, je scrollais toutes les pages des 2 premières pages de Google, je pense. Et l'idée, c'était de faire un parallèle sur les plans et de se dire, OK, a priori, il y a des ressemblances là-dessus, ça me paraît cohérent, et ça peut me permettre d'amener aussi à avoir mon argumentaire. Je perds jamais. Moi, j'ai une spé en copie de base. Donc, j'ai quand même un truc qu'il va falloir que je structure mon discours pour amener mon lecteur à une réflexion logique. Tu vas le faire passer par des étapes pour l'amener au résultat que je veux, qu'il soit d'accord avec moi sur le fait qu'il a besoin de faire l'action que je veux qu'il fasse. Mais il y a quand même une intention utilisateur, et pour ça, j'avoue que Serpentix me facilite maintenant clairement la tâche, parce que l'idée, c'est que j'aille, tu vois, je note les idées que j'ai pour mon plan, et je vais voir si c'est compatible avec ce que Serpentix me dit sur l'intention des utilisateurs sur cette requête. Et après, je me débrouille pour faire un plan qui colle en SEO pour avoir toutes les intentions que je veux, et ensuite, je vais réfléchir à ma structure copie. Mais du coup, je vais amener mon SEO une fois que j'ai fait ma copie, mais du coup, j'ai besoin de savoir que les deux vont pouvoir fonctionner avant de rédiger. Est-ce que c'est clair ce que je te raconte, ou est-ce que je me suis un peu... Ouais, si je résume ce que j'en ai compris, c'est globalement, tu vas structurer ta page à la fois sur la bonne argumentaire pour que ça fonctionne en copie. Ouais. Tu vas réfléchir à justement comment structurer ta page pour qu'elle réponde parfaitement à ce que à ce que l'utilisateur va chercher en termes SEO, une fois que tu as ton mot-clé. Et à partir de ces deux structures qui peuvent être un petit peu différentes, mais qui doivent converger, tu crées un plan
qui va prendre les bonnes ressources de ta partie copie et les bonnes ressources de ta partie SEO. Ouais, bah ouais, c'est l'idée. Parce que tu pas besoin de. Enfin, tu vois, selon ce que tu vends et selon la page aussi. Parce que tu vois, si on me demande de faire une page fiche produit, il n'y a pas tout à fait les mêmes éléments à mettre en avant que sur un article de blog. Forcément, tu vois, l'info sera pas la même. Il y a vraiment de la vente et il y a de l'info pédagogique, parce que c'est quand même ça qu'on attend d'abord sur un blog. Donc, Ouais. c'est aussi croiser ces usages-là, quoi. Et on repartira du coup justement sur un peu comment tu structures la partie copie juste après. Mais une fois que tu as ton plan copie et SEO, comment Ouais. tu passes à la rédaction derrière? Parce que j'imagine que la copie, c'est pas exactement la même chose que le SEO. Non, bah non, c'est sûr. Alors moi, je préfère d'abord faire ma page en copie, en fait. Donc je me charge pas trop du SEO. Je regarde quand même les 10 premiers mots-clés qui vont être importants pour moi. Suggérés par Serpentix, toujours. Enfin, moi, vraiment, cet outil, je l'adore. Enfin, ça me fait gagner beaucoup de temps, donc c'est vraiment cool. Donc ça, je Et les vous garde aurez en un tête. lien en description, vraiment. Évidemment, j'espère bien. Il est super. Testez-le si vous l'avez pas fait. Franchement, c'est un sacré gain de temps. Donc c'est cool parce que quand on a la strat en tête, ça permet de dérouler l'opérationnel beaucoup plus facilement. Mais donc je les ai en tête parce que si je peux les glisser direct dans mes titres, tu vois, comment je vais structurer mon titre, etc. Je préfère le faire direct, ça me fait gagner du temps. Mais focus copie d'abord, parce que l'argumentaire est un peu différent et l'écriture marketing que demande le copywriting est moins compatible SEO au début. Ça, je le fais après et je vais y revenir. Mais elle est plus libre, elle est plus punchy. Enfin, ça dépend du tone of voice du client, évidemment. Mais en tout cas, j'ai pas envie de me mettre de contraintes sur l'argumentaire market. Et une fois que j'ai rédigé ma page, alors c'est ma version brouillon, hein, évidemment. Dans ces cas-là, je vais pas passer des heures à faire la copie non plus. Mais quand j'ai ma grosse structure, là, je vais venir justement reprendre mes paragraphes et idéalement prendre les sections de la page les plus SEO friendly. J'entends par là, si on est sur une fiche produit, le descriptif du produit ou la FAQ sont des endroits où c'est plus facile pour moi d'aller mettre du SEO, parce que forcément, on est dans la description, soit du textile, soit de l'usage. On n'est pas dans l'argumentaire, le problème, le besoin du client cible. Et là, pour le coup, on a besoin d'être un peu plus market. Donc, je vais chercher les parties où c'est plus facile pour moi. Tu vois, sur un article de blog, ça peut être sur justement la partie de développement, mais je vais garder l'intro et la conclusion de mon article en copie, souvent. Et sur une page classique, ça va être un peu pareil. Ça va être le moment, si vous faites de la formation en ligne, le moment où je décris les modules. S'il y a une partie FAQ aussi, vous le savez, c'est quand même la partie facile où on peut aller mettre un peu plus de mots-clés sans que ça dénature le propos ailleurs, quoi. Donc c'est comme ça que je fais. Quand j'ai de la chance, ça remplit l'objectif. Et sinon, du coup, après, je retravaille un petit peu mon copywriting. J'ajoute une ligne ou deux pour mettre les mots-clés dont j'ai besoin. Mais souvent, en fait, l'effort mis en... De toute façon, la copie sera quand même sur la thématique de la page, donc je vais forcément mettre des mots-clés. Et vraiment l'avoir précisé sur des parties un peu plus descriptives, pédagogiques, ça marche quand même plutôt bien en général. Et effectivement, une fonctionnalité qui devrait être sortie une fois que vous aurez la vidéo en ligne, mais qui va bientôt sortir, qui permet de savoir justement où est-ce que tu utilises les bons mots-clés aux bons endroits et où est-ce que les concurrents utilisent leur champ lexical, justement leur champ sémantique pour construire le SEO de la page. Ouais. Et ça te permet de savoir, OK, est-ce qu'effectivement, tous mes concurrents ont eu énormément de mal à mettre leurs mots-clés et ils ont tous utilisé la FAQ de fin de page pour aller intégrer ça, ou est-ce qu'au contraire, ils ont réussi à trouver une façon de l'intégrer de façon plus fluide au fur et à mesure de la page, et ça permet de savoir à quel point il va falloir justement faire ce travail de restructurer la page pour avoir un SEO sémantique, par exemple, qui est assez homogène, ou alors au contraire, c'est moins exigeant parce qu'on peut le faire plus facilement en le mettant à des endroits clés, comme tu disais, quoi. Ouais, c'est chouette. Après, je sais pas, ça peut être une discussion qu'on peut avoir. J'ai sans doute pas un avis universel sur le sujet, mais des fois, je vois, tu vois, je lis d'autres articles qui sont beaucoup plus SEO friendly et genre SEO stuffing. Enfin, vraiment, c'est pas agréable à lire, tu vois. Donc, ma question, c'est, ok, c'est cool d'avoir ces outils. Je pense que c'est hyper bien d'avoir cette info. Néanmoins, de temps en temps, j'aime bien prendre des libertés aussi. Et ça marche sur mes clients jusque-là. Donc, attention, encore une fois, c'est du cas par cas. Ça dépend de votre environnement et de votre site. Mais tu vois, ajouter du copy, c'est un peu dénaturer quand même une structure SEO canonique. Et du coup, moi, je trouve ça cool parce que je trouve que l'article ou la page a quand même plus d'intérêt pour le lecteur. Et ça se voit notamment sur le taux de lecture et le temps passé sur la page. C'est pas parce que tous les autres ont galéré à le mettre à cet endroit-là que toi, tu peux pas le mettre. Tu vois, c'est aussi prendre du recul sur les stats des fois et se dire, je fais un test et peut-être que je vais itérer après. Mais voilà, je me dirais que je pense que c'est cool d'avoir l'info, mais je pense que c'est ok de prendre des libertés aussi quelquefois et de se dire, ok, mais en fait, juste si moi j'ai envie de mettre du SEO dans mon intro, pourquoi pas en fait. Complètement. Et l'idée, c'est que j'aime bien répéter ça, mais le SEO, c'est une compétition. Et l'idée, c'est de faire au moins aussi bien qu'eux. Mais c'est pas parce que eux, ils ont fait ça de façon un peu mécanique en fin d'article
que tu es obligé de le faire. Et effectivement, je pense que dans le copywriting, il y a probablement 2 sujets et ça va nous permettre de faire la transition là-dessus. Il y a amener à une conversion, et on parle justement de ce qu'on peut envisager comme conversion, mais c'est aussi probablement humaniser ton contenu, faire Ouais. appel aux émotions de ton lecteur. Et ça fait une vraie différence. Ça fait la différence entre un contenu qui pourrait être généré sans âme par une IA et qui, du coup, en fait, peut arriver à se positionner, mais n'aura aucun aspect mémorable pour un visiteur. Et si tu arrives à avoir un visiteur, mais que quand il repart du site, ce qui va arriver, il retient rien de toi, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose d'avoir du trafic? Peut-être pas, quoi. Je suis d'accord avec toi. En fait, encore une fois, tout dépend de ton objectif, puisque si tu as un objectif de trafic, en fait, juste ton SEO va suffire. Et peut-être qu'à un instant T, tu as un besoin de trafic d'abord, tu vois. Après, c'est sûr que quand tu as Ouais, du trafic, tu peux personne avoir n'a besoin de juste de trafic, tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, c'est un sujet complexe. Oui, tu vois, l'article de blog de base, c'est un contenu qui est pédagogique, qui répond à une question. Donc, je trouve pas ça complètement délirant non plus que si ton lecteur vient, qu'il a eu l'info dont il a besoin et qu'il repart, en soi, ton article de blog a fait son taf. Après, commercialement, pour tes objectifs de chiffre d'affaires, de tout ce que tu veux, effectivement, il y a plein de choses à mettre en place. Et là, la copie, du coup, a vraiment de l'intérêt, je pense. Après, je pense que tu peux mettre un peu d'humour, un peu de tone of voice, tu vas travailler ton édito sur un article de blog quand même, sans forcément être un expert du copywriting. Mais c'est vrai que ça me paraît peut-être facile parce que c'est ce que je fais tous les jours, mais quand on n'a pas l'habitude de rédiger comme ça, c'est sûr que c'est une habitude à prendre. Mais en tout cas, c'est clairement pas incompatible et ça amène aussi plus de fun à écrire des articles, quoi. Parce que selon les clients pour lesquels je bosse, les thématiques sont quand même pas toujours hyper funky, on va pas se le cacher. Et ça permet quand même aussi de se dire, je prends plaisir à l'écrire et du coup, je pense que si je prends plaisir à l'écrire, les lecteurs ont plus de plaisir à le lire. Ce qui amène, j'imagine, plein de KPI cool. Ils restent plus longtemps, ils vont lire d'autres articles, ils reviennent peut-être même sur le site si ça leur a plu. Du coup, c'est chouette parce que c'est un cercle vertueux après, quoi. On en parlait tout à l'heure, le copywriting, c'est convertir. Mais convertir, ça veut pas forcément dire faire des clients. Ça peut vouloir dire énormément de choses. Ça peut les inviter à aller voir un autre article. Ça peut les inviter à justement s'inscrire pour un freebie, pour un lead magnet, une newsletter. Bref, capturer une façon de les recontacter. Ça peut être effectivement les faire descendre dans un tunnel de vente, que ça soit faire devenir des prospects ou alors acheter directement. Il y a 3 grandes catégories de pages qui vont nous permettre de faire un petit peu plus concrètement des exemples, que ce soit du blog, du e-commerce ou une page service par exemple. Comment tu structures ta page, justement, dans les grandes lignes en tout cas, pour avoir une bonne copie? Il y a plein de frameworks super connus, du AIDA, ce genre de choses. Comment tu peux arriver à organiser ça pour justement séduire ton visiteur, espérer justement le faire progresser vers l'objectif que tu as pour ta page, tout en gardant quelque chose de sympathique pour le SEO? Ça dépend, l'enfer. Oui, en fait, non, assez simplement, en vrai, moi, ce que j'utilise souvent, c'est la structure, soit AIDA, soit PAS, PS. Je sais jamais comment est-ce qu'on prononce ce truc, mais je pense que c'est si certains, là, qui nous écoutent, ont un peu regardé du contenu sur le copy, c'est globalement 2 séquences, 2 frameworks dont on se sert beaucoup. Ce qui, en tout cas, sur l'article de blog, je vais d'abord commencer sur l'article de blog, parce que ça, c'est quand même ce que je fais beaucoup. J'utilise le PAS, qui est donc le problème, agitation, solution, ce qui, sur une structure d'article de blog, fonctionne hyper bien, mais juste, il faut l'avoir réfléchi avant d'écrire. Le problème, moi, je l'amène souvent dans l'intro, première partie. Donc, en fait, mon intro, ça va être mon hook. L'idée, je me dis, OK, en fait, dans quel état d'esprit, ou en tout cas dans quelle situation est le lecteur qui va chercher cette requête-là sur Google? OK, est-ce que c'est un prospect, client, chaud, froid? C'est quoi sa tranche d'âge? C'est à peu près quoi est-ce que j'imagine sa situation personnelle et pro? Mais ça, normalement, je l'ai discuté avec mon client aussi parce que techniquement, il est censé connaître sa cible. Ensuite, donc, je vais aller chercher un petit hook, idéalement dans mon titre ou un peu dans mon début d'intro, histoire de le garder dès le départ. Après, mon problème, je vais l'exposer dans ma partie 1. Exemple, tu vois, moi, j'ai une cliente qui fait de la formation. Le problème, c'est que, OK, tu veux de la formation à devenir un métier indépendant X. OK, tu veux te lancer parce que actuellement, ta situation pro, elle est cata, elle est monotone, tu t'ennuies, ça va pas, blablabla. Partie 1, ton problème, c'est que, OK, t'as envie, mais t'as peur. Parce que en fait, t'as une situation personnelle qui est compliquée, tu peux pas tout lâcher du jour au lendemain, t'as peut-être pas la formation. Enfin, tu vois, tous les problèmes qui peuvent se poser, généralement, je les mets dans mon début d'intro, dans mon début d'article, pardon. Et ça, du coup, ça va me permettre d'aller mettre du mot-clé quand même, parce que normalement, tu vois, Serpentix ou les outils proposent des mots-clés corrélés avec ta requête. Après, ma partie 2, ça va être mon agitation. Genre, OK, mais du coup, si tu fais rien, qu'est-ce qui se passe?
en fait, qu'est-ce que tu as déjà testé, mais est-ce que ça a marché ou pas? Enfin, vraiment, en fait, je l'imagine comme une mini page de vente. C'est juste que je vais pas forcément avoir le prix affiché, la description du produit en question, parce qu'en fait, ça va être mon call to action, mais j'y reviens. Et fin de mon article, conclusion, c'est ma solution avec mon call to action. En fait, j'ai défini ce que je voulais qu'ils fassent comme action au début. Idéalement, moi, j'aime bien ramener vers un endroit où ils vont laisser leur mail. Donc, ils adorent télécharger des freebies, ils adorent s'inscrire à une masterclass gratuite, ils adorent recevoir un défi 5 jours par mail. Ça, c'est aussi vous qui devez vous mettre en place des actions justement pour retenir de la rétention. Et quand le client en a, c'est trop cool. Et l'idée, c'est de me dire, ok, mais du coup, je lui ai dit qu'il a un problème, que soit ça va être douloureux s'il le résout pas, soit ça peut être vachement bien s'il le résout. D'ailleurs, j'ai la solution parfaite. Ça, c'est ma conclusion d'article. Et je mets mon call to action. Donc là, je trouve que les deux fonctionnent assez bien, mais parce que je l'ai structuré comme ça, parce que je l'ai pensé comme ça avant. Parce que c'est vrai que si vous passez à la rédaction SEO, ça va être difficile après d'aller tout rechanger pour amener ce genre de structure copie. Mais ça se fait assez bien sur de l'article. Et après, une fois que j'ai écrit ça, je repasse quand il manque un peu de mots-clés. Idéalement, j'essaie de les mettre dans les titres. Je fais pas mal de sous-parties pour avoir des sous-titres, histoire que du coup, tu vois, ce soit cohérent sur la thématique quand même de mon article et que ça marche. Mais ouais, moi, j'aime bien. Souvent, l'objectif, c'est quand même d'aller choper du mail. Mais on peut se dire que ça peut être d'aller lire un autre article. Et dans ce cas-là, mon maillage interne va être intéressant. Donc, et en copie et en SEO, tu vois, c'est un outil qui me va bien, de faire du lien interne. Ça peut être de renvoyer vers, du coup, la page de vente, qui, elle, sera vraiment de la copie pure, mais du coup, ça va être mon call to action de fin. Et peut-être qu'il y a une offre promo si tu as lu l'article. Enfin, on peut réfléchir à des trucs comme ça, mais c'est comme ça, en tout cas, que je l'envisage, parce que c'est assez facile et ça marche bien avec plein de sujets. Et ça marche bien sur du contenu qui est plus, tu vois, ça peut aller de 1800 mots à 3000 mots, c'est assez fin, tu vois, ça marche, en fait. Donc, selon la longueur de l'article nécessaire, ça marche quand même. Est-ce que Claire Ouais, de ouf. Et du coup, est-ce que e-commerce, page service, par exemple, tu vas avoir une structure fondamentalement différente? Ouais, c'est un peu le même sujet. Après, la page service, elle est un peu différente parce que sur l'argumentaire copy, t'as pas forcément besoin des mêmes infos qu'une page de vente. C'est quand même deux infos un peu différentes. T'as moins ce truc de problème, agitation, solution. T'es plutôt souvent dans un légitimité et preuve sociale. Plutôt souvent, tu vois, sur le service, ok, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont testé, est-ce qu'ils aiment, tes équipes ont proposé ça, donc ça va être un peu différent. Mais tu le conçois, en tout cas, de la même façon sur ton argumentaire. Alors, comment je vais prouver cette légitimité-là? En fait, chaque fois, je me demande qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand même. Enfin, tu vois, c'est aussi, il faut que ça réponde aux questions qui sont en train de se poser. Mais là encore, dans le développement, ça marche. Et pareil, enfin, là, c'est assez facile d'aller glisser une FAQ sur un service et du coup, de mettre un peu de mots-clés là-dedans. Enfin, il y a quand même pas mal de solutions pour le faire. Donc, ça marche aussi plutôt bien. Et idem sur de la page e-commerce, hein, tu as toujours une FAQ. Et là, ce qui est cool, c'est que ta description de produit, et le service, ça marche aussi, mais c'est un peu moins facilité. Mais sur ton produit e-commerce, ta description de produit avec la méthode d'utilisation, les détails sur les textures, ingrédients, matières premières et tout, ben, c'est quand même assez plus simple, moi, je trouve, d'aller mettre du SEO là. Et de garder, mais par contre, même une page, tu vois, je la pense comme une mini page de vente avec, au début, mon descriptif, il doit être un peu copyrighté. J'aime bien avoir une première phrase catchy. Là, évidemment, ton H1 sera purement SEO, tu vas pas aller faire une fantaisie là-dessus, mais par contre, tu peux t'amuser sur ton petit premier descriptif qui est plutôt un descriptif en usage, souvent pour qu'ils voient direct qu'ils se projettent dans le sujet. Et après, je suis un peu plus SEO sur les réponses aux questions qu'on a dans une foire aux questions. Mais j'aime bien, tu vois, insérer un bloc sur, ok, soit la marque, et du coup renvoyer vers l'histoire de la marque peut-être pour amener un peu de copie sur justement légitimité, authenticité, mêler un peu les deux attentes qu'ont les utilisateurs, en fait, d'avoir une information technique, parce que ça rassure le cerveau, mais d'avoir aussi un peu d'émotionnel, parce que c'est ça qui va aussi déclencher l'action voulue, quoi. Donc, est-ce que c'est ça, tu vois, ça peut être s'abonner à la newsletter pour avoir 10% sur les ventes, ça marche hyper bien, mais dans ce cas, il faut quand même m'amener jusqu'à la newsletter, quoi. Donc, c'est un peu toujours le même sujet, il prendra quelques petites formes subtiles, plus subtiles selon vraiment le type de page, parce que le besoin utilisateur est différent. Mais c'est un peu toujours la même réflexion que j'ai sur dans quel état d'esprit est l'utilisateur quand il va arriver sur le site et qu'est-ce que moi j'ai besoin de lui faire comprendre avec mon contenu en fait pour l'amener à l'action que je veux qu'il fasse. Ouais, complètement. Et tu vois, tu peux plus tu es à l'aise avec justement ce copywriting SEO et plus tu peux prendre potentiellement des raccourcis ou prendre des libertés. Par exemple, je vois pas mal de sites où tu peux avoir par exemple un H1 qui sera visuellement un peu plus petit, où là, justement, tu vas pouvoir utiliser tous les éléments importants pour justement mettre ce qu'il faut pour ton SEO, mais ta baseline sera visuellement plus impactante, beaucoup plus grosse, peut-être plus mise en avant. Et là, en fait, structurellement, c'est pas optimisé pour le SEO, mais du coup, ça va être optimisé pour le lecteur. Et ça peut avoir justement ce compromis de j'ai besoin de mon H1, il sera pas optimisé pour la conversion, mais j'ai aussi besoin d'une phrase pour convertir.
Et du coup, ça te permet de jouer là-dessus. Ouais, Et c'est vrai qu'on parle pas tant en design, tu fais bien d'en parler parce que c'est vrai que moi je suis vraiment concentrée sur le cœur du sujet. Enfin moi mon sujet c'est vraiment le texte. Mais oui complètement la façon dont tu le mets en forme peut carrément jouer aussi sur l'intention et la conversion, la rétention. Enfin comme tu dis, avoir un H1 pas forcément tout petit, mais en tout cas plus petit, y avoir une grosse baseline qui sera du texte et que tu peux jouer tu vois, en gras, en souligné, etc. parce que ton hook il est super catchy et que ça marche bien et que c'est ça qui va retenir l'attention. Ça peut être une très bonne idée aussi effectivement. Et pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, copywriting ou SEO, je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un mot-clé SEO que tu veux cibler? Parce que j'entends souvent des gens qui disent ouais, mais je veux avoir du trafic organique, Ouais, page de vente. Ok, ta page de vente pour vendre, je sais pas, X, disons une formation. En fait, s'il n'y a pas de mots-clés que les gens cherchent vraiment, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire cet effort d'aller chercher du SEO là-dessus? Probablement pas, parce que c'est pas en disant je vais optimiser pour ce mot-clé-là, mais si ce mot-clé-là, personne ne le cherche, bah, ça sert à rien d'être premier d'une ah ruelle bah oui. abandonnée. Non, mais ça, enfin, t'as raison, c'est fondamental. Mais ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir des demandes de clients, en effet, qui voulaient optimiser leur page de vente parce que ils ont enfin, ils répondent à un problème, mais ils sont pas encore conscients que le problème n'est pas connu de la cible. Du coup, ils cherchent pas cette info-là. Donc là, tu es obligé de leur dire, en fait, on peut le faire, mais globalement, c'est du budget dépensé pour, bah, sans doute peu de résultats. En revanche, avoir une stratégie d'articles de blog autour sur des sujets identifiés qui vont ramener logiquement vers cette page de vente-là, c'est vachement plus smart. Ça demande plus de contenu à créer, mais au moins, il y a quand même de grandes chances de voir des résultats. Moi, j'avais une cliente qui faisait de l'accompagnement au retour d'expatriation, qui du coup avait un programme qu'elle voulait optimiser en SEO. Et en fait, personne ne chercha spécifiquement retour d'expatriation après l'étranger, retour en France. Enfin, tu vois, la demande était trop complexe. En revanche, ils avaient pas mal de retours d'expatriation depuis X pays. Et du coup, on a fait pas mal d'articles de blog qui chacun ramenaient vers cette page parce qu'on avait expliqué que ce service-là, il était incroyable pour leurs besoins par pays. Ça a super bien marché. Donc Ouais. oui, parfois, en fait, c'est pas forcément ce contenu-là qu'il faut optimiser, mais avoir une stratégie autour, c'est intéressant. Ouais, complètement. Je pense que forcer du SEO sur Ouais. une page de vente, c'est pas très malin. C'est probablement une belle perte d'argent et de temps. Mais Mmh. par contre, une fois que tu sais que tu as une requête en particulier qui t'intéresse, bah là, ça peut être intéressant de travailler ton copywriting justement pour Ouais. que ton acquisition de trafic soit pas juste un vanity metrics où j'ai beaucoup de gens qui viennent sur mon site, mais une fois, si ça a aucune valeur pour ton projet ou ton entreprise, ça sert à rien. Et du coup, bah, la transformer sans forcément la transformer en page de vente, mais transformer cette page d'acquisition SEO en quelque chose qui va justement transformer le visiteur qui ne te connaît pas en quelqu'un qui te connaît un petit peu plus et dans lequel tu peux créer cette relation, que ce soit avec du mail, que ce soit avec un achat ou un Ouais, contact. complètement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir justement le copywriting ou la conversion en SEO et non pas essayer de forcer du SEO à tout prix parce que juste s'il n'y a pas de recherche, il n'y aura pas de trafic. Complètement. Complètement et puis, effectivement, cet aspect-là de vouloir absolument rattacher des contenus à une requête qui n'existe pas nécessairement et cette espèce de raccourci qu'on prend le copywriting, c'est faire vendre, en fait. Mais oui, mais pas forcément à l'instant T et comme tu dis, en fait, sans doute, il y a des choses à privilégier enfin, mettre en place aussi des actions marketing parce que ce que vous allez faire pour vendre, ça va être après vos séquences mail que vous allez envoyer. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez chopé le mail. Donc, pareil, sur votre article, OK, ça peut être votre call to action de fin, mais ça peut être intéressant de mettre un outil de suivi type Jar ou un Clarity, enfin peu importe, pour regarder s'ils vont effectivement jusqu'à l'endroit où vous avez mis votre call to action. Et si c'est pas le cas, peut-être en mettre un dès l'intro avec, je sais pas, tu vois, une mise en page un peu différente et un petit hook ou un petit cadeau, un bonus. C'est travailler aussi ton acquisition et la conversion un peu différemment parce qu'il n'y a pas de solution universelle. Donc parfois, leur faire une action sera pas suffisant. Il faut leur en faire une pour les amener sur une autre qui va convertir sur un plus long terme. Et en parlant conversion, c'est le moment où vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, tout ce qu'on se dit là, et si tu veux pouvoir l'appliquer sur ton site, sur ton e-commerce, sur ton blog, bref, là où tu veux, j'ai fait un résumé des 5 points essentiels pour que tu puisses l'appliquer facilement. Tu auras le lien en description de cette vidéo. Alors, clique sur le lien, mets en pause la vidéo, clique sur le lien, télécharge ce résumé justement de cette interview ultra intéressante qu'on vient de faire et qu'on va finir, et celle avec les autres experts que j'ai pu faire. Et avant de nous lâcher ou nous laisser, l'idée c'est que justement, une fois que tu as ta page en ligne, c'est pas là où ça s'arrête, c'est là où ça commence à vivre et c'est là où tu commences à avoir des informations intéressantes. Tu sais que j'aime beaucoup ça, mesurer pour améliorer, et je sais que tu t'y mets aussi. L'idée c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'après toi pour améliorer justement sa page une fois qu'elle est en ligne? Qu'est-ce qu'il faut regarder et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question parce qu'effectivement, je teste des choses et je suis preneuse de tes retours. D'ailleurs, si tu as des choses à amener, compléter ou contrer, si tu penses que c'est pas
les infos les plus importantes. Moi, ce que j'aime bien suivre, alors il va y avoir 2 côtés, hein, comme d'hab, côté copy, côté SEO. Pour moi, c'est pas les mêmes KPI à suivre. Côté copy, forcément, ça va être ton taux de conversion. Donc ça, faut que tu aies défini ton action. OK, ça va être quoi que tu veux que ton lecteur fasse et du coup, on va voir, tu mesures. Est-ce que c'était inscription à une newsletter? Est-ce que c'est téléchargement d'un document? Est-ce que c'est achat? Est-ce que tu as envie que ce soit de l'achat? Donc ça, faut que tu calcules ton taux de conversion visiteur action menée. Moi, j'aime bien regarder l'engagement utilisateur. C'est le temps moyen passé sur la page. Ça me donne quand même une idée. En dessous de 45 secondes, 1 minute, j'estime que le contenu n'est pas lu. Donc ça m'embête. Donc voilà. Si j'ai besoin d'approfondir, je vais aller voir la profondeur du scroll, justement. Ça, je le fais avec Hotjar. Enfin, moi, j'aime bien Hotjar. Après, je sais qu'il y a d'autres outils qui existent. Et ça me permet de me dire, OK, est-ce que justement les lecteurs sont allés jusqu'à mon call to action? Si c'est pas le cas, est-ce que j'en rajoute d'autres à un moment? Est-ce que je le remonte? Est-ce que je restructure? Ça dépend aussi de ce qui se passe sur la page. Et forcément, les endroits du clic, hein, justement. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'à la section, mais est-ce qu'ils ont cliqué? Voilà, pareil. Peut-être que c'est juste l'environnement textuel autour du bouton, le design à revoir ou même le texte que j'ai mis sur le bouton. Enfin, tu vois, il y a plein de petites améliorations qu'on peut tester pour se dire, OK, je peux affiner encore. Et alors, chose que je fais peu, mais que je vois sur les sites et qu'il faut que je mette en place parce que j'ai très envie de le tester, c'est, tu sais, de mettre des outils d'enquête, les surveils, là, un peu, genre, des sondages, avec ouais, c'est ça, la pop-up qui te dit, OK, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Et sinon, qu'est-ce que tu étais venu chercher? Je sais pas si les gens remplissent pour de vrai, je serais curieuse de savoir, il faut que je teste. Mais je pense que, est-ce que ça, tu pourrais être intéressé? Enfin, tu vois, je pense que c'est un moyen de dire, OK, si t'as pas trouvé, peut-être que ma newsletter peut t'intéresser. Il y a pas mal de choses, je pense, à aller travailler là-dessus. Il y a des fois des vidéos aussi. Enfin, il y a aussi des gens qui mettent des petites vidéos quand tu arrives en bas de la page qui peuvent retenir l'attention et aider à la conversion. Donc moi, je suis ça côté copy. Et côté SEO, forcément, c'est ton positionnement sur le mot ou les mots-clés visés, ton CTR, ton volume de trafic organique, du coup, parce que, OK, tu as du trafic, mais parfois, vérifier quand même si, en fait, c'est ton organique qui fonctionne ou si tu es bon sur les réseaux sociaux ou tu fais de l'ads, vérifier quand même, tu vois, d'où vient ton trafic. Voir si tu as un taux de rebond spécifique à ce trafic organique. Pareil, j'aime bien affiner là-dessus. Et puis, ton taux de conversion, mais spécifique au trafic organique. Parce que, pareil, si tu penses pas à faire la distinction, parfois tu as des infos contradictoires. Voilà, moi, c'est ça que je suis, en tout cas, sur les articles que je fais moi et que je propose à mes clients. Ça te donne quand même un bon aperçu du contenu et de quoi améliorer ou itérer. J'ai pas encore fait vraiment d'A/B testing pur sur 2 versions d'un article, parce que, en général, le besoin et le budget est pas là. Mais sur de la page de vente ou sur vraiment de la page service, ça peut être intéressant. Ou même sur du e-commerce, tu me diras, si tu as vraiment un produit phare, ça peut être cool peut-être d'avoir une version AB, parce que parfois tu as des postulats et que tout n'est pas toujours blanc ou noir. Donc ça peut être intéressant. Ça, j'avoue, je l'ai pas encore trop mis en place, mais ça peut être un truc, si vous avez la main sur votre contenu, qui peut se faire. Est-ce que tu vois d'autres choses sur le sujet? Ouais, non, je suis bien aligné avec toi. Je pense qu'on sous-estime, on le fait beaucoup quand on va faire de la publicité. En tout cas, c'est Ouais, ancré dans les mœurs de oui, bien mesurer. c'est... Mais en fait, avoir un bon tracking, et j'entends pas juste avoir un Google Analytics installé sur étagère avec OK, le nombre de visiteurs que j'ai eu, c'est aller un peu plus loin. J'en connais quand même pas mal qui font déjà pas ce travail-là, mais oui, c'est pas 6 ans. C'est vrai, mais en fait, l'idée et là où on peut vraiment justement enrichir sa compréhension de son site, de sa cible, et donc pouvoir bien accélérer son entreprise, c'est bien configurer avec justement en fait le suivi des éléments qui ont de la valeur pour le business, que ça soit justement la création d'un prospect, parce qu'il a fait un formulaire de contact, l'achat, le chiffre d'affaires. Sur certains CMS e-commerce, tu vas avoir ce genre de choses qui peuvent remonter plus ou moins facilement. Mais en fait, c'est ça qui va te permettre de te dire, mon article de blog me génère du business, ou alors au contraire, me génère X visiteurs, mais ce qui convertissent pas derrière. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien commencer, c'est regarder des données chiffrées, donc des statistiques agrégées, pour essayer de comprendre ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, et après aller creuser sur une page en particulier avec justement les outils d'Heatmap dont tu parlais, que ce soit Hotjar, Clarity par exemple, qui arriverait plus récemment, qui vont me permettre de comprendre, OK, mais j'ai identifié que sur cette page-là en particulier, il semblait y avoir une sous-performance ou une surperformance. Qu'est-ce qui peut expliquer ça et comment je peux justement créer des hypothèses qui me permettent de faire mon A/B testing derrière, où je vais avoir une liste de tests potentiels. Et un test, c'est pas juste changer la couleur du bouton, ça peut être changer l'organisation d'une page, mettre des wordings différents. Et en fait, rajouter, tu vois, ces trucs qu'on n'utilise pas forcément, qu'on sous-estime, ou d'autres enrichir son contenu avec d'autres contenus qu'on a créés. Moi, je sais que j'ai pas mal de clients en prestat de service, et en fait, de plus en plus, on ajoute directement dans le contenu des posts qu'ils ont fait sur Insta, des shorts qu'ils ont fait sur YouTube, etc. Enfin, elle est variée de médias aussi. C'est vrai que des fois, je vois pas mal de clients qui sont un article de blog, c'est du texte, et en fait, tu vois, enrichir ton média, c'est aussi important. Puis ça fait vivre aussi tout ce que tu t'es embêté à créer ailleurs, quand même, ce qui est pas mal. Et puis, c'est intéressant. Mais pour A/B tester, en fait, il faut vraiment avoir un objectif. Et donc, c'est vraiment le sujet de la discussion d'aujourd'hui, c'est copywriting, c'est atteindre un objectif.
Et du coup, l'idée, c'est est-ce que en faisant ce test-là, donc en montrant 1, 2, 3 versions différentes à un utilisateur, est-ce que ça l'aide à mieux atteindre l'objectif qui m'intéresse, et qui peut être faire le contact, acheter, laisser son mail. Et c'est ça qu'on va essayer d'optimiser. Il y a plein d'outils qui le permettent, mais c'est vraiment, il faut être clair et il faut être bien structuré pour aller sur ce sujet-là, qui peut apporter une vraie plus-value, mais qui n'est pas forcément non plus simple, ou en tout cas immédiat quand on commence, quoi. Non, quand on commence, puis parce que ça prend du temps. C'est vrai que parfois on a tendance aussi à vouloir faire du volume au début. Et c'est vrai qu'appliquer tout ce qu'on vient de se dire là, c'est pas possible si vous sortez 10 articles par semaine, quoi. Enfin, genre au bout d'un moment, il va falloir prioriser sur les pages sur lesquelles vous voulez vous focuser pour X ou Y raison. Et puis au début, ça prend toujours plus de temps qu'une fois qu'on a l'habitude. Mais ça fait des chouettes résultats. Enfin, moi j'ai quand même pas mal de clients qui disent qu'ils finissent par avoir des appels découvertes. Et des gens leur ont dit, mais moi je suis tombée sur ton blog, j'ai lu tous tes articles, ils sont tous trop cool, ils m'ont apporté des trucs en fait. J'ai téléchargé ton freebie, je me suis inscrite à ta newsletter, maintenant j'ai pris un appel. C'est de la conversion long terme aussi. C'est pas forcément ce qu'on vise avec l'article, mais quand même, c'est aussi participer à l'autorité et la légitimité de la marque, quoi qu'il en soit. Et quand on fait ça bien, c'est là que l'aspect copy dans le SEO, je trouve, donne une vraie différenciation et une vraie valeur à ce qu'on a proposé. Donc c'est hyper chouette de s'y mettre et ouais, je pense que ça peut vraiment valoir le coup, quoi. Complètement. Est-ce qu'avant qu'on se sépare, tu as un autre élément que tu veux nous partager? J'ai quand même déjà bien parlé, je crois, hein. J'espère que ça aura pu faire émerger quelques idées et envies de test. Non, je crois pas. S'il y a des questions, je serai preneuse, je viendrai répondre en commentaire. Mais a priori, j'espère qu'on a couvert le sujet et qu'on aura pu éclairer quelques lanternes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Si vous avez envie de partager des choses aussi, vous pouvez le faire en commentaire. Likez la vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo sur justement comment bien mesurer, comment bien mettre en place et mesurer et tirer les bonnes conclusions avec justement l'analytics. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que tu pourras comme ça voir cette vidéo dès qu'elle sort. Et comme je le disais, juste en dessous, il y a un lien pour télécharger le résumé de cette interview pour que tu puisses garder tout ce qu'il va te falloir pour faire justement du SEO qui convertit et donc avoir un vrai impact positif pour ton projet et ton entreprise. Merci Mathilde, merci à vous et à très vite.